Europe 1 et CNews, 9h-10h, l'heure des pros. Pascal Praud. Bonjour à tous et bienvenue à l'heure des pros ce matin sur Europe 1 jusqu'à 10h et sur l'antenne de CNews jusqu'à 11h. La Coupe du Monde est un Père Noël qui passe tous les 4 ans quand la neige a fondu et que les nuits sont chaudes. Elle est un Père Noël qui ne laisse parfois aucun cadeau, sinon quelques regrets pour se rappeler que nous avons eu un jour 20 ans. La Coupe du Monde est une enfance, une promesse, un espoir, un souvenir. Et quand vient la France ? Quand arrive le premier jour du reste de la compétition, quand elle entre en lice, comme ce soir face au Sénégal, on va au stade ou devant la télévision, comme on part pour un premier rendez-vous amoureux. Comment sera-t-elle, cette équipe des Bleus ? Est-ce qu'on l'aimera tout de suite, comme un coup de foudre ? Est-ce qu'on devra patienter encore avant qu'elle dévoile tous ses charmes ? Tous les 4 ans, je vois la vie en bleu, en rose ou en noir, ça dépend. Et tous les 4 ans, ce premier match donne la couleur. Je me souviens d'un but de Bernard Lacombe en 1978 après quelques secondes de jeu. Je me souviens d'un autre de Gérard Soler en 1982 qui n'empêcha pas une défaite contre l'Angleterre. Je me souviens de Christophe Dugarry, de sa joie après qu'il a marqué contre l'Afrique du Sud à Marseille au commencement de 1998, un été pour l'éternité. On se rend compte que le temps passe lorsque la Coupe du Monde revient dans un pays où elle a déjà eu lieu. Bill Clinton était président des États-Unis en 1994 quand le soccer envahit les stades de Los Angeles, Dallas ou Chicago. Nous y étions. France-Sénégal, c'est ce soir à New York. Allez les Bleus! Vive Didier Deschamps! Et gloire à Kylian, Ousmane, Michael, Désiré, Adrien, Aurélien, etc., etc. Nous nous sommes tant aimés. Et 9h01. Félicité Kindoki. L'heure des pros, 9h-10h, Pascal Praud sur CNews et Europe 1. Bonjour à tous. Donald Trump a annoncé que le détroit d'Ormuz serait complètement ouvert à compter de ce vendredi. Sur son réseau social Truth, le président américain a indiqué que des navires, dont certains chargés de pétrole, commençaient à en sortir. Selon un haut représentant américain, le cadre d'accord a déjà été signé de manière électronique par Donald Trump, son vice-président J.D. Vance, ainsi que le président du Parlement iranien. 8 personnes sont mortes cette nuit dans le crash d'un bombardier américain en Californie. L'armée américaine a annoncé que l'avion s'était écrasé peu après son décollage. L'appareil effectuait un vol d'essai de routine avec à son bord des militaires, des représentants du gouvernement et des civils. Et puis la France va investir 655 millions d'euros supplémentaires dans le développement de l'intelligence artificielle. Une annonce faite par Sébastien Lecornu sur ses réseaux sociaux à la veille de l'ouverture du salon Vivatech à Paris qui est dédié aux nouvelles technologies. Merci, félicité. On est avec Charlotte Dornelas ce matin, Olivier Delagarde, Georges Fenech, Thomas Bonnet et Vincent Herouette qui nous a tant manqué ces dernières heures pour décrypter ce qui se passe. Je vous ai écouté hier sur l'antenne d'Europe 1. Vous avez dit le président Trump, c'est pas à Évian qu'il aurait dû aller, c'est à Vichy. Oui. C'est ce que vous avez dit. Oui. Moi, je cite le Herouette. C'est-à-dire que Qu'est-ce que vous vouliez dire ? Le protocole d'accord ressemble à une sorte d'armistice un peu honteux, oui. Et puis non, c'est l'âge. Il a 80 ans. L'État était juste un petit peu plus âgé. Et il faut pas croire que ce soit l'âge de la sagesse. C'est souvent celle des caprices, celle de l'aveuglement. Et en l'occurrence, je trouve que l'accord qui est signé est grosso modo, pour faire simple, c'est pas terrible, c'est une véritable catastrophe. Ça donne à l'Iran une souveraineté sur toute la région ils vont vassaliser tous leurs voisins. Ça donne au Hezbollah quartier libre, les mains libres au Liban. Ça donne, non, franchement, c'est pas glorieux. Et puis la faiblesse de l'Amérique, ça va se payer. On va voir le sujet de Valentin Rouillant et puis on écoutera évidemment Donald Trump sur son accord et puis le président Macron également. Valentin Rouillant. Nous sommes prêts à avoir dès demain des chasseurs qui sont sur place et qui peuvent aider aux missions d'observation et sous 48 heures des frégates qui peuvent évidemment se déployer et sous 2 à 3 jours le porte-avions avec les frégates qui l'accompagnent et l'ensemble du groupe. Faut-il une coalition internationale pour garantir la réouverture durable du détroit d'Ormuz ? Face à Donald Trump, Emmanuel Macron est optimiste. Comme l'a dit le président, peut-être que ça ne sera pas souhaité. Et peut-être que ce ne sera pas nécessaire, mais en tout cas, c'est une disposition qui marque notre volonté d'aider, de soutien,
et nos disponibilités. Et nous sommes prêts. Le président de la République a de bonnes raisons de s'investir. La France figure parmi les nations les plus performantes au monde en matière de déminage maritime. Un peu plus tôt, à l'arrivée du président américain, la poignée de main entre les deux hommes en dit long. Donald Trump n'a besoin de personne. Je crois que nous n'aurons pas besoin vraiment d'aide puisque le détroit sera ouvert et il n'y aura pas de péage. Donc je ne pense pas que nous aurons besoin de l'aide d'autres puissances. Donald Trump finit par reconnaître que la France n'est peut-être pas si inutile dans cette histoire. Bon, là on voit le langage corporel par exemple et c'est terrible le langage corporel. Il regarde à peine le président Macron. Il ne regarde pas du tout même. Oui, il ne le regarde pas du tout. Non, mais surtout, Et puis, l'autre propose son aide et lui dit « j'ai pas besoin de votre aide, si j'ai bien compris ». Oui, c'est à peu près ça, oui, mais c'est pas qu'il propose de l'aide. Ça fait des semaines, des mois qu'on se prépare à se porter, à entrer dans le jeu, à jouer un rôle, et un rôle évidemment essentiel, donc à sécuriser le trafic maritime dans le détroit, à déminer, le porte-avions est sur zone, c'est-à-dire qu'il est à l'ancre au large de Djibouti où l'équipage dépérit. Comment faut interpréter ça ? Parce que les Américains n'ont besoin de personne, c'est seulement pas de voir les Européens revenir dans la danse. Et Donald Trump ne fera aucun cadeau. La France peut offrir le gîte et le couvert, mais jouer les casques bleus, avoir vocation à être le casque bleu et à faire dans le Golfe ce qu'on fait au sud Liban depuis 1978, il n'en est pas question. Et peut-être qu'il a tort. Peut-être que Donald Trump a tort. Pour l'instant, tout va bien. Tout va pour le mieux. Profitons-en. Là, on a quelques jours jusqu'à vendredi où tout va bien. Écoutons Trump sur l'accord. Écoutons Trump. L'accord est quasiment signé. Le détroit est pratiquement réouvert. Alors, vous savez qu'il faut aller éliminer certaines lignes qui ont été posées. Enfin, on avance bien. Vendredi, le détroit sera entièrement ouvert. Puis surtout, ce qui est important, c'est que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire. Et là, on s'en est bien entendu là-dessus. Il renonce à l'arme nucléaire et c'était évidemment l'objet principal de toute cette histoire. Sinon, ils étaient sur le point d'acquérir l'arme nucléaire. Donc, d'abord, on a mis fin à l'accord signé par, ou plutôt orchestré par Obama, qui était en fait la voie ouverte à l'arme nucléaire pour les Iraniens, un accord qui était très mauvais pour les États-Unis puisqu'on accordait des milliards de dollars à l'Iran. Je pense que nous arriverons à avoir une relation de travail. Et puis bon, évidemment, si on n'arrive pas à s'entendre, on va retourner à la case départ, mais j'espère que ce ne sera pas nécessaire. Bon, il insiste sur le fait que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire, comme pour justifier toute cette séquence. Je ne sais même pas si c'est vrai ou pas, d'ailleurs. Est-ce que l'Iran n'aura pas l'arme nucléaire ? Non, mais cet accord, on n'en connaît pas le détail. On voit qu'il est mis en scène, qu'il y a eu une signature électronique hier, que vendredi, il y aura une signature officielle. Donald Trump aurait bien aimé signer avec le fils de Khamenei, le guide suprême que personne n'a encore vu depuis 2 mois et demi, mais on lui a finalement, après 48 heures, on lui a finalement expliqué, dans son entourage, que ce serait difficile de rencontrer personnellement Monsieur Khamenei, Mojtaba, et de signer avec lui, parce que Mojtaba, sans doute, auquel Donald Trump a fait perdre son père, sa mère, sa femme, son fils, sa fille, sa nièce, l'enfant de sa nièce, ce serait très difficile de lui serrer la main. Il a sans doute un peu de ressentiment, outre le fait que personne ne sait s'il est mort ou vivant. Bref, fermons la parenthèse. L'accord sur le nucléaire est absolument obscur. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir 60 jours pour en discuter. Les Iraniens ont fait une très grande concession. Ils ont dit qu'ils ne voulaient pas de l'arme nucléaire. Mais c'est ce qu'ils répètent depuis le début. Depuis 40 ans, ils prétendent ne pas vouloir d'armes nucléaires. On comprend pas très bien pourquoi ils enrichissent l'uranium à ce niveau. S'ils ne veulent pas d'une arme nucléaire, ça ne sert qu'à ça. Mais ils prétendent qu'ils ne veulent pas de l'arme nucléaire, que c'est même contraire au Coran. Bon, là, on va rouvrir. Donc, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Bon, cette guerre aura servi à rouvrir un détroit qui était ouvert avant la guerre. Ça, c'est vrai. Moi, souvent, je résume ça comme ça. C'est un très bon résumé. Bah oui, c'est terrible. Et donc, nous avons un accord déjà signé électroniquement, là,
qui permet de tenir jusqu'à vendredi, où on va signer d'une manière officielle, et après on pourra, pendant 60 jours, essayer de discuter d'un accord qui est absolument Georges introuvable. Fenech. Non, mais ce qui nous Tout rend ça est très encourageant. terriblement amer, Oui. c'est que un régime obscurantiste, moyenâgeux, a gagné contre la première puissance mondiale. Et on ne peut que penser au peuple iranien qui continue à être Georges pendu Fenech. en place publique. On ne peut que penser aux Israéliens qui sont toujours à portée du Hezbollah. Et ces promesses de mettre un terme au nucléaire n'engagent que ceux qui y reçoivent, bien entendu. Donc, on est très amer, quoi. Voilà. Et c'est quand même la naissance, moi j'ai l'impression, d'une grande puissance. Elle était déjà, l'Iran. Mais ce régime des complètement gardiens de la complètement révolution Tout à fait. est devenu la grande puissance régionale, aujourd'hui, qui n'a plus de compte à rendre finalement à personne. Ah ben qui va vassaliser tous ses voisins, les petits Émirats qui ont vu leur vitrine voler en éclats, leur modèle économique est ruiné, se soumettent, vont de faire allégeance, et tout le Moyen-Orient va être sous la domination telle qu'il se présente. C'est une vision un peu pessimiste, mais tout le Moyen-Orient va être sous la souveraineté, sous la dépendance d'un pays de 100 millions d'habitants, puissant, résistant, tenu d'une main de fer. Et effectivement, en plus, c'est un régime... Charlotte Dornelas, qui ne s'est pas exprimée. Non, mais moi, je veux bien poser une question. C'est que comment vous expliquez justement que Donald Trump signe finalement cet accord qu'il aurait pu signer il y a un mois? Parce qu'on était déjà sur les mêmes enjeux. Parce qu'il y a un mois, il y avait encore l'espoir qu'il cède, sans doute. Et puis L'important, c'est mesurer à quel point il était exactement. endurant. L'important, c'est de durer dans la guerre un jour de plus que l'adversaire. Ouais, C'est aussi un résumé assez classique de la guerre. Mais hier, et ça qui est intéressant aussi, les armées. L'Amérique n'arrive pas à mettre à genoux l'Iran avec la première armée du monde. Poutine n'arrive pas à mettre l'Ukraine à genoux avec une armée sans doute très performante. Israël a du mal avec le Hamas, manifestement, à éradiquer complètement le Hamas avec son armée également. Je l'ai dit hier, c'était parfois contesté d'ailleurs autour de la table. Ce que je dis là, c'est vraiment une phrase de Béotien. Je suis pas un spécialiste, bien évidemment, comme vous. Je vois ça de loin et je me dis, mais ces armées-là, elles n'arrivent pas Ce sont des guerres manifestement. asymétriques. Alors on m'explique que c'est des drones, on m'explique Non, que mais c'est ceci. chaque- Mais alors pourquoi enclencher une guerre si tu la gagnes jamais? Non, mais les trois armées sont très différentes. Les trois Sûrement, conflits mais sont je vous dis, ont vraiment des différences. mais fondamentales. sûrement, Vincent. Les Américains n'ont pas mis un homme au sol, les Israéliens en perdent. Sûrement, les Russes Vincent, en mais perdent je m'aperçois que énormément. les trois n'ont pas gagné, c'est tout. C'est vrai, non, vous avez raison. Là, c'est une phrase la simple. supériorité militaire. Là, ce qu'on vient de voir dans le Golfe, c'est l'étalage d'une puissance militaire extraordinaire. Ah oui. 28 000 frappes, au moins, sur Et ils l'Iran. n'ont pas réussi à Des- faire des tomber ce missiles. régime. Voilà, non, mais... Alors que disait Trump? mais si vous ça mettez va pas être votre l'apocalypse. peau dans la si vous mettez pas votre peau en jeu, Oui. la puissance qu'ont les Ukrainiens, c'est qu'ils sont habités par un sentiment de résistance qui a fait exister l'Ukraine qui avant n'existait pas. C'est en quoi la guerre est extraordinaire. La force des Israéliens, c'est qu'ils ont vraiment un défi existentiel à relever et qu'ils sont prêts à y aller. Et tout le pays est derrière les dirigeants. La force des Iraniens, c'est qu'ils sont prêts à mourir sans lâcher un centimètre. Les Américains, ils sont à 10 000 pieds au-dessus du sol. Donc, ils font la guerre, 0 mort. Évidemment, c'est pas la même chose. Il faut avoir le temps, pas d'élection en vue, la capacité à endurer. Eh ben, oui, ça c'est le b.a.-ba de la guerre, c'est vrai. Il y a quelque chose qu'on ne sait pas quand même, c'est l'état d'affaiblissement aujourd'hui de l'Iran. Olivier de Tout le monde- Lagarde. Non mais tout le monde parle effectivement de la victoire symbolique de l'Iran, elle est indéniable aujourd'hui. Néanmoins, ce pays aura subi des pertes militaires extrêmement importantes. Mais ça, on n'en sait rien. Bon, Olivier, j'entends ce que vous dites, mais que dit la presse ce matin? Puisque je rappelle que vous faites la revue de presse sur Europe 1. C'est quoi la couleur, le ton de la presse? La couleur de la presse, c'est on tape sur Trump de toute façon. Il y a un éditorialiste qui, de manière un peu courageuse, Nicolas Bétou, elle est à la une de l'Opinion, dit en fait peut-être que Trump est pas si idiot que cela. Peut-être que effectivement il a permis quand même d'affaiblir suffisamment l'Iran. Peut-être que il a tout le monde dit de toute façon c'est pas étayé par la bombe atomique, personne n'en sait rien. Mais comme on n'en sait rien, comment peut-on affirmer l'inverse, quoi? Si ça se trouve, Trump a véritablement fait gagner 30 ans au reste de la région, quoi. Sauf que je ne sais plus qui disait ces dernières heures, la rue arabe, ça existe. pas. Oui, bon, en tout cas la rue arabe, elle dira l'Iran a gagné.
mais pas que la rue arabe, mais la rue sénégalaise, la rue indonésienne. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. La Chine est au balcon. Vous comprenez ce que je veux dire. Voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Tout le monde a vu que l'Amérique a été défaite. Et la rue française de gauche. Non, mais vous avez raison sur mais en effet, le monde entier constate. Parce que ce que disait Vincent tout à l'heure, moi, me semble intéressant pour analyser. On n'en sait rien. On sait quand même que ça fait en effet 40 ans que l'Iran trompe tout le monde en expliquant qu'ils ne veulent pas de cette bombe. Et Donald Trump lui-même dit aujourd'hui, c'est bon, j'ai obtenu le fait qu'ils me disent qu'ils veulent pas de la bombe. On se dit, tout ça, pour qu'ils répètent ce qu'ils ont toujours dit, de facto, jusqu'à même ce que Donald Trump lui-même casse l'accord qu'avait signé Obama, et que là, les Iraniens disent, on n'est plus engagés par rien. Donc finalement, le bilan de Trump sur l'Iran, il est quand même compliqué. Oui, sauf que tout ça pour ça laisse croire qu'on se retrouve le 28 février et que les négociateurs qui avaient rendez-vous à Genève le lendemain se retrouvent à Genève finalement et qu'on recommence comme s'il ne s'était rien passé. Or, il s'est passé quelque chose. L'Amérique a été défaite. Ça, c'est un point essentiel. Et les conséquences, il va falloir les assumer. Elles seront longues. Peut-être que l'Amérique a raison de miser désormais sur l'Iran comme puissance régionale, soutenue par la Chine, soutenue par la Russie, et désormais par les États-Unis. On va voir. Bon, et les relations, on n'aurait pas habité dans le coin. Les relations Trump-Macron, elles nous intéressent. Écoutons. Emmanuel est un ami très particulier. Nous avons une relation spéciale. Nous avons travaillé ensemble sur de nombreux accords, de nombreux projets. Alors, l'accord est quasiment signé. Le détroit est pratiquement réouvert. Bon, je citais hier au Quai d'Orsay, il y a une sorte de petit annuaire comme cela où lorsqu'on dit par exemple un tempérament original, ça veut dire que le type est complètement cinglé. Lorsqu'on parle d'un esprit agile, ça veut dire qu'il a aucune réflexion solide, que c'est un courtisan, qu'il est prêt à tout, que c'est une anguille. Alors je pourrais vous en citer pareil. Lorsqu'on dit c'est un bon vivant, ça veut dire que c'est un alcoolique invétéré, coupable de graves impairs à partir de 4 heures l'après-midi. Bon, c'est le langage du Quai d'Orsay, donc ça m'amuse et assez de le citer comme ça. Là, il dit c'est un ami très particulier, ce qui veut rien dire. C'est partenaire particulier, c'est une vieille chanson d'ailleurs qu'on aimait bien dans les années 80. Et que Donald Trump ne doit pas connaître. Que Donald Trump doit pas connaître. Mais qu'est-ce que ça veut dire, c'est un ami très particulier? Mais attendez, c'est très simple. D'abord, il est particulier dans le sens où c'est le seul, les deux hommes là sont les seuls survivants du dernier G7 qui soit passé en France. C'était à Biarritz il y a 7 ans, puisqu'il y en a 7 que ça change tous les ans. Dans tous les 7 ans, ça revient à Paris, ça revient en France. Là, c'était à Biarritz, maintenant c'est Évian. C'est toujours une ville d'eau, vous me direz. Mais un ami très particulier, c'est une façon de dire que justement, il s'en fout éperdument. C'est-à-dire que c'est le sommet des has-been, hein, vous avez remarqué. Les Européens qui sont réunis aujourd'hui à Évian sont tous des losers, pour reprendre un mot américain. Vous avez le Britannique qui a crevé tous les sommets de la popularité, l'Allemand qui est honni dans son pays après un an seulement de règne, le Français qui est en fin de mandat, comme chacun sait, n'épiloguons pas, même l'Italienne a perdu quelques plumes, et le Canadien vient de perdre 8 points dans les sondages. Vous avez vraiment, sur le G7, il y a la japonaise qui va bien, mais autrement, Trump peut arriver au milieu des nains en ayant l'impression de triompher. Non, la presse, malheureusement, la presse ne parle pas comme Vincent Herouet. Heureusement. Un peu de pluralisme, s'il vous plaît. Non, mais c'est bien le sommet des has-been, le sommet. C'est pas très. C'est pas très optimiste. Le sommet des éclopés. Non, mais je suis d'accord avec vous. Non, mais ce que je veux dire, c'est dans une ville d'eau, c'est ce qu'on s'attend à trouver, des éclopés. Oui, bien sûr. Bon, alors on va c'est-à-dire qu'il y a un peu plus de nuances dans je suis schématique. Je suis d'accord avec vous, mais surtout, c'est pas. Je peux vous le faire à la façon du Quai d'Orsay, oui. Ah ben, j'en ai. Hier, j'ai cité hier soir pas mal de petites comme ça. J'ai trouvé que c'était assez drôle. Par exemple, vous savez quand on dit au Quai d'Orsay, c'est un bon camarade. C'est-à-dire que c'est un nul. Voilà. Un homme sympathique, il est débile. Quasiment, c'est l'idiot du village. Donc c'est une grande. Alors il y a plein de choses. Ça m'a vraiment fait rire. Par exemple, un talent d'analyse. Bon, ça c'est un type qui coupe les cheveux en 4, qui est incapable de synthèse. Voilà.
Voilà, tout est comme ça. Bon. Ça, c'est la confraternité. Mais oui, c'est l'understatement, surtout. C'est évidemment, oui, on ne dit pas les choses d'une manière trop abrupte. Je vous cite le dernier parce que ça me fait rire quand on dit au Quai d'Orsay qu'un type est génial. Alors ça, c'est pire que dangereux, à maintenir dans des emplois sans la moindre responsabilité. Il serait capable de tout. C'est très très rigolo. Bon, parlons de Netanyahou, parlons d'Israël. Parce qu'effectivement, faut pas être ami avec Trump, hein. Le Danemark, on s'en souvient, Israël, pourquoi pas la France. Ces amitiés sont quand même assez étranges. C'est pas un ami fidèle. Le Danemark était l'ami historique. Boum, on lui pique son Groenland en 2 coups de cuillère à peau, si j'ose dire. C'est un peu trivial. Il n'a pas réussi à le lui piquer. Oui, mais vous comprenez. Et il ne fait rien du Groenland. Et là, de la même manière, la relation avec Israël, elle est abîmée, Amérique. C'est l'un des succès des Iraniens. Oui, bien sûr. Mais et comment? Alors, écoutons Monsieur Netanyahou. Le plus important, c'est que nous avons sauvé l'État d'Israël de la menace d'une destruction nucléaire. Si nous n'avions pas agi au moment où nous l'avons fait, et avec la même intensité, notamment lors de l'opération Am Tel Aviv, puis lors de l'opération Rugissement du Lion, dans le cadre d'une coopération historique avec le président Trump et l'armée américaine, si nous n'avions pas agi de la sorte, l'Iran disposerait déjà de bombes atomiques. Et qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que des millions de citoyens israéliens, vous qui m'écoutez en ce moment, auraient tous couru un terrible danger de mort massive. Bon, alors ça, c'est quand même l'autre chapitre essentiel de cet accord. C'est-à-dire, quid d'Israël aujourd'hui? Ils sont devant un défi redoutable, à la fois au Liban. Oui, ils ont été abandonnés en rase campagne, c'est le cas de le dire. Et quelles sont les conséquences américaines? Quelles sont les conséquences? C'est très difficile de dire les conséquences à moyen, même à court terme, parce que on ne sait pas du tout. Là, on est dans l'euphorie, le lâche soulagement, le pétrole va affluer, couler partout, et donc on en profite là pendant les quelques jours qui précèdent la réouverture. Mais en réalité, personne ne sait comment les choses vont tourner. C'est pas pour rien que les Français proposaient d'envoyer un porte-avions et puis toute une armada dans la zone pour sécuriser, en réalité, personne ne sait comment les Iraniens vont se tenir dans les semaines qui viennent. Donc, il y a encore une marge de manœuvre pour les Israéliens. Mais a priori, Israël n'a véritablement aucun intérêt à cette trêve telle qu'elle a été négociée par les Américains. Olivier de Lagarde. Pardon, mais les seuls qui ont une colonne vertébrale dans ce conflit, ce sont les Israéliens. Eux, ils sont en guerre depuis 70 ans, finalement, avec leurs voisins. Là, la guerre, elle a été poussée de manière extrêmement aiguë. Finalement, ils ont remporté un certain nombre de succès. Ils ont gagné du temps. Et Israël, il faut bien se dire une chose, la stratégie d'Israël, c'est on gagne du temps parce que nous, on a peur de disparaître. C'est existentiel. Israël est une île qui est entourée par des millions de gens qui leur sont hostiles. Et le problème, c'est qu'il y en a de plus en plus. Bon, le programme... Les Israéliens n'ont jamais été aussi impopulaires dans le monde. C'est vrai. Et ça, c'est vraiment un souci. Oui, depuis qu'ils soient dos au mur, que ce soit le village dans la jungle ou la villa dans la jungle, ça, bien sûr. Là, il y a quand même une grande déception. Il y a d'abord une frustration, parce qu'on a pensé que, après le coup au but du 28 février qui a décapité la République islamique, on a espéré qu'on en vienne à bout. Pas du tout. 2 mois après, ce que vous aviez dit, Vincent, elle est renforcée. C'est ce que vous aviez dit, Vincent. Permettez-moi moi, je vous suis sur ce dossier-là depuis 3 ans, 4 ans, et c'est ce que vous dites depuis quasiment le départ. Vous dites depuis le départ, attention, les rangs, je les connais, ils ne tomberont pas comme ça. Mais on peut avoir quand même l'espérance. Oui. C'est celle qui habite un certain nombre de diplomates, qui est un jour un thermidor à la révolution iranienne, et que, peut-être que si on leur donne tout, si on leur accorde tout, la domination sur leurs voisins arabes qu'ils méprisent, la souveraineté absolue sur les eaux du Golfe, le pouvoir d'avoir des supplétifs. Vous avez remarqué, on n'en parle plus, hein. Les Houthis, les milices iraniennes, pas un mot dans l'accord, tel qu'il a été éventé. Mais peut-être que ils vont enfin s'adoucir. Il y aurait un coup de génie à faire pour les Iraniens. Réclamer des milliards, et en échange de quoi ils abandonneraient tout le nucléaire. Après tout, ils n'en ont pas besoin, ils ont Hormuz. Ça leur suffit comme souverain pour faire chanter le monde. Mais non,
On va marquer une pause, mais je saluais votre expertise parce que effectivement, et les gens le savent, et c'est pour ça que lorsque vous êtes avec nous le matin, c'est important. Vous êtes un des meilleurs, sinon le meilleur d'ailleurs. Mais dans ma famille. Mais j'ai envie de dire, vous n'y pouvez rien non plus. C'est-à-dire que vous avez tellement d'expérience et vous connaissez tellement cela. Mais aucune expérience. Si, vous avez une expérience, du recul, un peu de distance pour analyser ce qui s'est passé. Mais non, dites pas ça. Le flanc, c'est à Guérande, c'est pas ça. 9h24. Un gâteau, c'est ce que je voulais dire. Bon. Europe 1 et CNews, 9h, 10h, l'heure des pros. Pascal Praud. Il est 9h31, Somaya Labidi est avec nous ce matin. Bonjour Somaya, vous nous rappelez les titres. Bonjour Pascal et bonjour à tous. À la une, arrivée de Volodymyr Zelensky à Évian-les-Bains, au cœur des discussions de cette deuxième journée du G7. La guerre en Ukraine avec au menu une réunion de travail consacrée à la paix et la sécurité pour Kiev et l'Europe. À la une également, les distributeurs convoqués à Bercy dès 11h ce matin pour une réunion avec le gouvernement. Le gouvernement qui va accélérer la baisse des prix des carburants après la chute des cours du pétrole observée depuis l'annonce d'un accord entre Washington et Téhéran dimanche soir. Et puis un appel à témoins lancé par le parquet après le violent meurtre d'une octogénaire au Grau-du-Roi jeudi dernier. L'autopsie fait état de 2 modes opératoires et notamment des plaies profondes probablement causées par plusieurs armes. Les enquêteurs sont toujours à pied d'œuvre pour tenter d'identifier un suspect. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de messages, évidemment, que je peux vous demander de commenter. Il y a quelqu'un qui m'écrit, Vincent Hervouet, par exemple, la moitié de la Corée, tout le Vietnam, les Kurdes, l'Afghanistan, le Venezuela, aujourd'hui l'Iran. Les Américains sont les meilleurs alliés des tyrans et Trump décroche la médaille d'or. Oui, c'est un peu... C'est un point de vue. Oui. Non, mais c'est un peu... En langage diplomatique, ça veut dire quoi, ça? Non, mais c'est pas ça, c'est que l'anti-américain... Vous savez, on a une... C'est un rapport sur 50 ans, 60 ans. Oui, non, mais c'est vrai que l'Amérique a perdu beaucoup de guerres depuis la Seconde Guerre mondiale. Hein. Oui. C'est ça. Quelle est la dernière guerre que les États-Unis ont gagnée? Quelle est la dernière guerre que les États-Unis ont gagnée? Oui, ça remonte un peu. Oui, sur l'Iran, sur l'Irak, dans le Golfe, ils ont laissé le souvenir quand même d'avoir à la fois déchouqué, pendu et décapité tout à la fois. Bon, le programme du G7, on termine. Comment dites-vous? Il a dit. En langage diplomatique, ça veut dire c'est pas intéressant. Mais non, mais c'est bon. Nous essayons de comprendre le monde et c'est pas facile. Vous voyez le sujet sur le G7 avec Viviane Hervier. Ce mardi, Emmanuel Macron accueille Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien participera à une réunion où Donald Trump sera également présent. Le président américain a estimé à son arrivée à Évian qu'il était peut-être possible de faire quelque chose à propos de la guerre en Ukraine. Puis, l'accord conclu avec l'Iran sera bien sûr au menu du déjeuner. Les dirigeants des pays du G7, Allemagne, Canada, Italie, Japon et Royaume-Uni, seront rejoints par le président égyptien Al-Sisi, ainsi que les représentants des Émirats arabes unis et du Qatar, conviés exceptionnellement à participer à ce G7. L'après-midi, nouvelle réunion de travail, cette fois-ci en présence du président brésilien Lula et des chefs de gouvernement de l'Inde, de la Corée du Sud et du Kenya, eux aussi invités d'exception. Ils viennent défendre la création de nouveaux partenariats en matière de commerce international. Mercredi, dernier jour de ce sommet, sera consacré à la relance économique, une relance équilibrée, partagée et durable. Enfin, vers 15h, le chef de l'État donnera une conférence de presse pour faire le bilan de ce G7. Trump, il va être à Versailles quand même, il va rester, à votre avis, ce dîner, c'est acté ou pas? Ah oui, oui, bien sûr, on a sorti l'argenterie, la porcelaine de Sèvres. J'entends bien, mais c'est comme... décor magnifique, il aime beaucoup ça. Non, mais il peut pas... Ça va être dur de prolonger le séjour jusqu'à vendredi, quoi. Oui, mais ce dîner de course peut-être. Mais c'est pour qu'il reste jusqu'au bout qu'on a organisé ce dîner, c'est ça qu'il faut dire. C'est que parce qu'il était parti au milieu du G7 la dernière fois, il se dit cette fois si on met le dîner à Versailles le mercredi, il sera obligé de rester. Donc c'est aussi une bonne tactique de la part d'Emmanuel Macron. Autrefois le G7 c'était le conseil d'administration du Monde, le directoire du Monde. Désormais c'est vraiment une association de copropriétaires. Donc le Donald il n'a pas tellement envie de s'y attarder, il s'y ennuie profondément. Vous donc, l'appelez il vient faire un numéro et il s'en va. Là on a réussi à le coincer jusqu'au mercredi soir en lui offrant. Mais c'est pas à Versailles qu'il fallait le recevoir. C'est à Saint-Denis. Ils sont obsédés par la question de l'immigration et de la décadence de l'Europe. On essaie de le garder.
mercredi. Alors, le mieux serait de tenir jusqu'à vendredi pour qu'il aille à Genève. Mais bon, faut quand même pas exagérer, il a autre chose à faire. Ça va se terminer tard mercredi soir, il a besoin de dormir. Il dormira dans son bel avion et il rentrera chez lui. Qu'est-ce qu'on fait? Nous, on offre le gîte, le couvert, le spectacle. C'est beau. C'est beau, non? Il y aura un papier à faire sur l'utilisation de Versailles par Emmanuel Macron, parce qu'il aura beaucoup utilisé Versailles, que ce soit pour Choose France, que ce soit pour recevoir Poutine. Au début, la balade dans la galerie des batailles pour lui expliquer que... Est-ce qu'il l'a plus utilisé que les autres présidents? Oui, ça je pense que oui. Mais d'ailleurs, il y a toujours... il n'y a pas de conseiller, quoi. Comment s'appelle? Le président à Versailles, celui qui s'occupe de Versailles, il n'a toujours pas été nommé, manifestement. Pour le remplaçant de Catherine Pégard. Madame Pégard. Non, je crois pas. À ma connaissance. Il y a des noms qui circulent. Catherine Pégard est irremplaçable. Comment? Elle est irremplaçable. Oui, mais il y avait des noms qui circulent. Notre ami, c'est important parce qu'il y a la lanterne dans le domaine de Versailles. Comment? Il y a la lanterne dans le domaine de Versailles. Le Bruno Roger Petit, son nom était régulièrement donné. C'est pas vrai. Mais pour s'occuper de Versailles. Voilà une campagne intéressante. Mais écoutez, on ira s'il nous invite. On ira le saluer. Mais on ne sait pas. Mais son nom, mais peut-être que d'autres noms sont somnolents. Mais pourquoi d'ailleurs c'est ça aussi? Pourquoi c'est pas en fait, c'est ça qui est très étrange avec Emmanuel Macron. Ça fait combien de temps qu'il n'y a pas, que le poste est à pourvoir maintenant? Procrastination. Écoutez, c'est depuis les municipales. C'était mois de mars. Rachida Dati était candidate. C'est ce que j'avais lu en tout cas. Le poste l'intéressait. Rachida Dati. Oui. Bon. Et pourquoi ce poste n'est-il pas nommé? Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de... Il n'y a pas besoin de quelqu'un? C'est ça aussi que tu envoies comme signal? Dire que tu peux vivre... Il y aurait peut-être besoin d'un souverain, mais d'un conservateur. Bon. Faites revenir dans... Versailles m'était compté. Vous savez de qui c'est, si Versailles m'était compté? Sacha Guitry. Sacha Guitry. C'était formidable. Avec Edith Piaf qui est sur les grilles. Ah, ça ira, qui chante. C'est Edith Piaf qui chante. C'est Edith Piaf. Bien sûr, évidemment. Bon, c'est formidable. On voyait ça quand on était enfant, si Versailles m'était compté. Ça passait à la télévision. Et bon, c'est le roman national, sans doute. Bon, un bombardier lourd américain de type B-52 Starto Fortress est écrasé lundi en Californie, peu après son décollage, a annoncé la base aérienne de Ward. L'armée américaine a indiqué que 8 personnes se trouvaient à bord du bombardier lourd américain, ajoutant que tout laissait penser à ce qu'il n'y avait pas de survivants. Bon, il n'y a pas de... Non, c'est pas le premier B-52 qui s'écrase, mais c'est presque l'incarnation de l'Amérique depuis. Ça va faire. Il compte le garder jusqu'en 2050. Ça veut dire que ce sera un appareil qui aura tenu un siècle. C'est le bombardier stratégique américain. C'est lui qui trimballe au-dessus de nos têtes de quoi faire sauter la planète et maintenir donc la puissance américaine. Et c'est l'avion qu'on a vu pendant la guerre du Vietnam, qu'on a vu pendant la guerre de Corée. C'est magnifique, hein. Il y a un président par intérim. En tant qu'il s'écrase. Pardon? Il y a un président par intérim à Versailles. C'est-à-dire, oui, mais je regarde, je m'informe. Ah oui, qui est-ce? Je le connais pas. Pierre-Emmanuel Le Cerf, président par intérim de l'établissement public. Voilà. Donc ça n'est pas sans direction. Oui. Mais à Versailles vit un intérim depuis 1793. Bien sûr. 1793, oui, bien sûr. Ouais. Viendra peut-être. On ouvre le chapitre politique avec Xavier Bertrand, parce que c'est intéressant, Xavier Bertrand. Alors, en bandeau, vous allez voir la droite mélenchoniste. C'est évidemment provocateur. Mais pourquoi on dit la droite mélenchoniste? Parce qu'on a l'impression qu'il cible le même électorat que Jean-Luc Mélenchon. Donc, et vous allez entendre ce qu'il a dit. Il a dit que c'était difficile en France d'être musulman, c'est difficile d'être juif. C'est aussi difficile d'être tout simplement en France, que vous soyez une jeune femme dans les rues de Nantes le soir, que vous soyez un jeune enfant qui va à la crèche. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles en France, disons-le, d'être. Alors écoutons Monsieur Xavier Bertrand, qui représente un courant chez les LR, lui et son ami Copé, qui est extrêmement minoritaire, disons-le. Il a le droit de dire ça. C'est une niche. Copé, il s'est présenté une fois, il a fait 1% auprès des électeurs. Oui. 1%. Primaire, oui. Oui, donc c'est dire. Le problème, c'est que c'est minoritaire parmi les électeurs, mais parmi les chefs, entre guillemets, c'est pas minoritaire. Il avait quand même gagné la présidence de l'UMP. Oui, dans des circonstances qu'on se souvient, effectivement. Alors, voyez ce que dit Xavier Bertrand, et puis vous, qui connaissiez un peu cette famille, vous allez me dire comment vous décodez cela. Bonne chance.
prochain président devra se battre pour retrouver l'unité du pays. Aujourd'hui, vous voyez, ce qui me marque le plus, c'est que c'est difficile de vivre en France quand on est musulman. C'est difficile de vivre en France quand on est juif. C'est difficile de vivre en France quand on n'est pas blanc de peau. C'est difficile de vivre en France quand on porte pas le prénom du calendrier grégorien. Et c'est difficile aussi pour de très nombreux Français qui se sentent invisibles, oubliés. Eh bien, moi, je leur dis très clairement, c'est qu'ils respectent la loi, ils respectent la République, ils seront respectés et que chaque enfant a sa place dans la République française. Bon, c'est difficile de vivre en France et d'écouter Xavier Bertrand. Non, moi je l'aime bien, Xavier Bertrand. Ben oui, c'est votre ami, mais c'est un humaniste. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors, puisque vous dites le mot humaniste, c'est il dit que les Français sont racistes. Là, non, il n'a pas dit bien ça. sûr. Mais si, c'est ça. Il faut le dire en creux. Les Français sont racistes, antisémites. Non. Voilà. Et, pardon, c'est quand même ce qu'il insinue. Non. Quand on dit c'est difficile en France d'être musulman, ça veut dire que le reste des Français font la vie dure aux gens qui sont musulmans. Moi, à mon avis, c'est pas ça la réalité. Oui, mais reconnaissez quand même qu'il y a des problèmes à l'emploi, au logement. Non, mais il y a des Vous voulez que je vous présente il y a des problèmes. Il y a des problèmes en Vous voulez France, que je vous parle des jeunes femmes qui se baladent le soir dans les villes de France et les difficultés qu'elles ont? Il y a des problèmes partout. Vous avez raison, bien sûr. Bon, bah, pourquoi ça n'exclut pas qu'il y ait quand même des populations. Ils ont plus de problèmes, vous trouvez? Non, mais je vous pose la question. Les musulmans de France, ils ont plus de problèmes que les catholiques de France. Au logement, je pense qu'il y a peut-être un peu plus de problèmes. Mais pour cette raison? Parce qu'ils sont rejetés en raison. On a l'impression de découvrir le monde. Non, mais je vous pose une question. Il y a la question. Moi, je découvre. J'ai été parlementaire, j'ai bien vu. Aussi bien dans ma circonscription, il y a des populations qui sont plus défavorisées, qui ont des origines et c'est plus compliqué. C'est-à-dire que vous n'avez jamais fait d'études sur le fin fond de la ruralité, donc c'est sûr que l'obsession à chercher la réponse. Ça ne veut pas dire. Charlotte Dornelas. Non, mais vous me posez quelque chose qui existe. Non, parce que c'est dans la phrase de Xavier Bertrand, vous avez remarqué. Il termine par les Français rendus invisibles, qui ont l'impression, parce que eux ils n'ont que l'impression, d'être invisibles depuis des années. Mais la construction de sa phrase a rendu la France invisible depuis 40 ans en réalité. D'aller chercher les gens en raison de leur appartenance à une minorité, à effacer la France, puisque chacun se revendique d'autre chose que de la France et que chacun doit avoir la place en fonction de ce qu'il est et non pas en fonction de son adhésion à la France. Et il arrive à la fin en disant on respectera. Je trouve cette phrase folle. Il n'est pas du tout le premier à le dire. C'est la doxa. Il n'y a pas besoin d'attendre Mélenchon. Le bloc central a le même discours en permanence. Il dit, à partir du moment où vous respecterez la loi, vous serez respecté. Enfin, on exige d'un touriste qui respecte la loi. J'espère qu'on a un peu plus dans le cœur en appartenant à une nation que de respecter la loi. C'est ça notre problème, c'est qu'on a exigé que la loi soit respectée, on l'a même exigé de manière très bancale, donc même ça, c'est pas respecté. Mais on n'a pas voulu que ce soit plus. Donc, en effet, la France a disparu. Donc, en effet, il y a une partie de la France, et notamment de son peuple historique, qui se dit, mais on est qui, nous? Est-ce qu'il y a une primauté, simplement, de la manière dont vivaient nos grands-parents? Est-ce qu'il y a une primauté culturelle de ce mode de vie-là en France? Moi, je pense que oui, toujours. Bah oui, mais dans cette phrase, ça disparaît. Vous avez remarqué. Je pense que la France est encore la France, voyez-vous. Voilà, c'est tout. Alors après qu'il y ait des quartiers difficiles, des quartiers gangrénés par le trafic de stupéfiants, etc. Oui, mais pour autant, on n'est pas en train de. Je vous parle même pas du trafic, de l'insécurité. Je vous dis, il faut être prudent en matière d'immigration, bien sûr. Non, mais il y a une volonté électoraliste, clientéliste. Il y a une volonté. Si on a des préfets d'égalité des chances, c'est bien qu'il y a quand même des difficultés. Non, mais ça c'est intéressant parce que, mais pourquoi en effet, Xavier Bertrand, un peu à l'instar de Jean-François Copé, doit composer aujourd'hui avec une nouvelle réalité démographique, sociologique, c'est indéniable. Mais moi, je suis tout à fait ouvert à l'idée que la droite puisse aussi s'adresser aux habitants des quartiers, parler à la France de la diversité, comme on dit. Et le problème, c'est de le faire avec la méthode de Jean-Luc Mélenchon, c'est-à-dire dans la victimisation et d'aller ressasser les mêmes recettes que Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'il y a une autre façon d'aller parler justement à ce nouvel électorat qui ne partage pas forcément toutes les valeurs progressistes d'ailleurs de la gauche. Et au contraire, la droite, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va, les quatre en avant dans la même stratégie que Mélenchon. C'est dommage parce que c'est pas ça. C'est pas votre religion, c'est autre chose. Oui. Vincent Herouette. Non, je passe. Vous n'avez pas été choqué par cela? J'ai trop parlé déjà. Pas un mot sur les catholiques.
Oui, sur les catholiques. C'est-à-dire qu'il parle des juifs, il parle des musulmans, il parle pas des catholiques. C'est sidérant quand même. Bah ouais. En fait, je trouve que ces gens incarnent une forme de faillite intellectuelle de notre pays. Je peux pas vous dire autre chose. C'est-à-dire que M. Bertrand, il parle des musulmans, il parle des juifs, il parle pas des catholiques. C'est invraisemblable. C'est invraisemblable. Et il ne représente pas son électorat. Et c'est pour ça que s'il se présente demain au nom de l'électorat de droite, il fait personne. C'est ça ce qu'on peut remarquer. Mais c'est vrai aussi pour Jean-François Copé. Ils ont le droit de penser ce qu'ils pensent. Ils ont évidemment le droit. Mais et c'est étonnant que Bruno Retailleau ne tape pas du poing sur la table. C'est ça le vrai sujet. Parce que voilà, il devrait dire ça c'est pas exactement, vous n'êtes pas raccord avec notre électorat. Ça devient un vrai sujet pour lui. Hein, et le fait de ne pas être raccord avec l'électorat, ça fait moins de 5 points la dernière fois. Bon. Moins de 5 points. Oui. Un grand parti qui faisait 20 points il y a quelques années, qui avait été jusqu'à 35. Non, mais il y a le commentaire politique, pour ne pas dire politicien, pour ne pas dire électoral, pour ne pas dire électoraliste, pour ne pas dire minable. Mais c'est surtout que ce discours humaniste, je ne sais pas très bien ce que ça veut dire, mais j'ai une vague idée de ce que ça veut dire quand même. Oui, humaniste, je sais très bien ce que ça veut dire. Et tout le monde comprend ce que ça veut dire. Ce mot communautariste. Si vous regardez, il n'est pas à la hauteur, ne semble pas du tout en prise avec les problèmes réels que rencontre le pays, avec les épreuves qui l'attendent, avec les souffrances qu'il va falloir endurer. C'est un discours qui est un discours tellement lénifiant. Écoutez une partie, parce que quand vous connaissez un peu, par exemple, les idées, les propositions de Xavier Bertrand, dont je ne suis pas l'avocat, attention, il est très ferme sur les questions de sécurité et de justice. Mais il veut rabaisser la majorité pénale à 15 ans. Il veut la perpétuité réelle. Donc ça veut dire... Comment c'est pas le sujet? Mais non, vous faites un amalgame entre le sujet de la dépossession culturelle et le sujet de l'insécurité. Je sais très bien pourquoi vous faites l'amalgame, il est assez naturel, j'ai pas de problème. Mais simplement, là, en l'occurrence, ce qu'il dit, c'est quelle est notre identité commune. Et en effet, au moment de les Français un peu oubliés, qui se sentent oubliés, arrivent en dernier dans la phrase in extremis, au moment de citer les religions, en effet, parce qu'elle a raison, les catholiques n'existent pas. Il y a une église qui brûle toutes les 2 heures en France depuis je sais combien d'années. Il y a des processions qui sont attaquées. Il y a dans certains médias, les catholiques sont moqués et ils sont bien les seuls et ils sont priés de se taire. Donc c'est quand même un courant qui existe aussi. Donc il n'y a pas une préoccupation de tous. Il y a en effet, vous avez raison, philosophiquement à l'origine un discours humaniste, c'est-à-dire la volonté de défendre des individus contre un bien commun, d'arracher la France à elle-même. Ça fait 250 ans que ça dure, c'est pour ça que je dis que vous n'avez pas tort sur le mot, en effet. Mais simplement, là, on court après des conséquences sans ne jamais analyser la cause. La cause initiale, c'est qu'on n'a pas voulu défendre la France en France, qu'on n'a pas voulu assimiler par amour, Vraiment par amour. On n'a pas voulu proposer la France telle qu'on l'aime nous aux gens qui arrivaient, on s'est pas soucié du nombre et on n'a pas dit une chose qu'il fallait dire, c'est que quand on arrive dans un pays, quand on arrache ses enfants, en effet, à une culture étrangère pour les réenraciner ailleurs, c'est douloureux. C'est difficile, ça prend du temps, ça demande des efforts, infiniment plus d'efforts, en effet, que ceux pour qui c'est naturel. Et ce mensonge-là, on n'a pas voulu, on a cultivé ce mensonge-là en disant, si c'est difficile, c'est en raison du manque d'accueil des Français. C'est injuste pour tout le monde. C'est vraiment injuste pour tout le monde. Bon, puisqu'on parle politique, je voulais vous montrer Quotidien hier soir, finalement, qui va faire la campagne de Glucksmann. Mais bon, on le savait. On sait que c'est le candidat du système, Raphaël Glucksmann, qui a été samedi à Aubervilliers. Et vous avez Quotidien, c'est formidable, Quotidien. Il donne des notes, Quotidien. Donc, ils lui ont donné 13 sur 20. Il dit, c'est vraiment bien, Raphaël Glucksmann, il est sympa, il est intelligent. C'est vraiment le candidat du système. Alors, nous, on nous accuse parfois, manifestement, d'avoir je ne sais quel candidat. Nous n'en avons pas, rassurez-vous. Mais en revanche, Quotidien, ils en ont un et ils le disent. Ils le disent. Écoutez, alors, ce monsieur, il s'appelle comment? Paul Gasnier. Paul Gasnier. Écoutons monsieur Paul Gasnier sur Raphaël Glucksmann. Un meeting assez classique, Marseillaise, pupitre et vive la France, mais des progrès à faire en éloquence et en incarnation. Et comme on est en période de bac, on se permet de lui mettre une mention assez bien, un petit 13 sur 20, ce qui est bien, mais pas top.
Voilà, c'est formidable. Alors, ils osent pas dire que c'est notre candidat quand même. Ils disent pas ça. Ils ont des petits limites. Vous avez C'est vu la forme là qui juge, non? Mais comment? C'est la forme qui juge. On verra il a parlé aussi du la fond. même. Non, mais oui, il a parlé du fond. Non, parce qu'il y a d'autres candidats. Dominique de Villepin, faut pas, attention, ça peut aussi être leur candidat. Mais c'est ça qui est formidable. Voilà des gens qui disent on va pas faire de politique. C'est le groupe de TMC, c'est quotidien. Ils font pas de politique, mais si. Et puis regardez, alors, il y a toujours beaucoup de diversité d'ailleurs sur leur plateau. C'est toujours ça qui est assez amusant. Donc vous avez tous, ils sont formidables. Glucksmann, c'est leur candidat. C'est leur candidat. Il correspond à. Mais pourquoi pas d'ailleurs? Mais il faut qu'ils le disent. Ils viennent de le dire. Ils l'ont dit très clairement. C'est pas les seuls, parce que moi j'ai lu le papier du Monde sur le qui a relaté justement le meeting de Raphaël Glucksmann à Aubervilliers. C'était dithyrambique aussi, donc en fait. Mais moi je souhaite qu'il se présente aussi, Raphaël Glucksmann. Je souhaite qu'il se présente. Vraiment. Mais vous voulez mon avis? Il ira pas. On prend un petit pari? Il ira pas. Vous savez pourquoi il ira pas? Mais parce qu'il se plantera. Et il le sait. Donc c'est assez simple, hein. Donc tout ça, il a fait son petit meeting, etc. Et il ira pas. En tout cas, ce qu'on peut le dire, c'est qu'il y a un créneau. Parce que dans les intentions de vote, alors c'est pas sur sa personne, c'est sur son courant. Franchement, entre lui et François Hollande, oui, non, mais François Hollande peut récupérer ce créneau. Mais je veux dire, il y a visiblement une envie de gauche anti-LFI. C'est pas une question d'idée d'ailleurs, hein. C'est pas une question d'idée, parce que Raphaël Glucksmann, il a les mêmes idées sans doute que François Hollande, et ça. Mais enfin, c'est une question d'incarnation, c'est une question de volonté, c'est une question de charisme personnel, de rapport à un public. Tu t'improvises pas homme politique. Il a beaucoup de qualités sans doute. Il avait fait un bon score aux européennes. Excellent. Vous vous souvenez? Excellent. Il a fait 13 points. Oui. Il a fait. Il a fait 13 points. Mais c'est marrant de prendre des petits paris. Hein? Moi, je veux bien parier avec vous. Notre ami Thomas Hill est au bout du fil. C'est un pari gagné. Bravo Pascal. Bonjour ami. Comment vous ça êtes va? un véritable devin. Et je veux bien parier avec vous, parce que moi je pense qu'il ira, Raphaël Glucksmann. Écoutez, vous voyez. Et d'ailleurs, l'info du jour, ce serait que Léa Salamé quitterait le 20h dans quelques jours. Donc ce serait un signe de plus. Maintenant, il faut attendre les signaux de Léa Salamé pour savoir si son mari va se présenter. Oui, ça participe. C'est logique. C'est logique tout ça. Je crois que c'était plutôt prévu comme ça, quoi qu'il arrive. Je pense que Léa, elle voulait faire une année le 20h et je ne suis pas sûr qu'elle voulait enchaîner à ce poste-là. Mais bon. Oui, mais jusque-là, c'est vrai qu'on parlait de la rentrée, qu'elle démissionnerait à la rentrée, qu'elle lâcherait son poste. Donc en fait, vous, c'est Culture Média, c'est une info que vous nous donnez. C'est une info, alors qui est de jean-marc-morandini.com, là, pour le coup, qu'il donne ce matin et qui dit que là, dans quelques jours, elle devrait quitter son poste. Donc bon, ça va plutôt dans le sens, en tout cas, d'une candidature. Bon, écoutez, on verra. On verra. Et on sera avec Alexia Laroche-Joubert pour réagir à tout ça et à l'avenir de la télévision. C'est un peu la Starac, la présidence de la République. C'est vrai, il y a un peu de ça. Le château est trop petit pour accueillir tous les candidats. Le château, c'est Versailles, mais c'est vrai que... Bon, il est 9h53.